le constitutionnaliste Benjamin Morel décrypte les subtilités et les capacités d'action d'un gouvernement démissionnaire. Près d'une semaine après le second tour des législatives, marqué par le net recul du camp présidentiel en nombre de sièges dans l'hémicycle, le gouvernement Attal reste pourtant toujours en place. Si le chef du gouvernement a respecté les us et coutumes de la Ve République, en présentant lundi sa démission au chef de l'État, c'était compter sans la volonté de ce dernier de la lui refuser. Arguant d'un besoin de stabilité pour le pays, Emmanuel Macron a tenu à maintenir en place le gouvernement Attal dans ses pleins exercices, en attendant la désignation d'un autre Premier ministre par les oppositions. De facto, Gabriel Attal n'étant pas démissionnaire, a toutes les largesses pour gouverner comme si de rien n'était. Pour Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, si cette qualification est subtile, elle n'est pas moins concrète dans l'exercice du pouvoir. Le point, que signifie la décision d'Emmanuel Macron de refuser la démission du Premier ministre Gabriel Attal? Benjamin Morel, s'y estie en grande partie de la communication puisqu'on peut difficilement refuser la démission d'un Premier ministre. Pour le moment, nous avons un gouvernement qui n'a pas démissionné, et qui reste de plein exercice et à la tête du pays. En réalité, il n'y a aucune obligation pour un gouvernement qui sort d'une législative, fût-il même perdant, de démissionner. Cela est une convention politique, mais il n'existe aucun impératif juridique à ce sujet. Concrètement, quelle est la différence entre un gouvernement démissionnaire et un gouvernement de plein exercice? Si le président venait à accepter la démission du gouvernement Attal, celui-ci deviendrait un gouvernement démissionnaire. En droit, cela signifierait très clairement que le gouvernement serait uniquement contraint d'expédier les affaires courantes. Pour comprendre, il faut revenir à la base juridique de tout cela, ce que l'on appelle en droit la théorie du fonctionnaire. À la Libération, en 1945, de fait, il n'y avait pas de préfet. Il n'y avait que des individus faisant office de préfet. Ils pouvaient ainsi, sans avoir le statut de préfet, prendre des actes que les préfets auraient pu prendre. Cette idée se retrouve dans le cadre d'un gouvernement démissionnaire. Les ministres ne sont plus ministres parce qu'ils ont démissionné, mais ils tiennent lieu de ministres jusqu'à leur remplacement. Dès lors, leur rôle est de tenir ce statut en se reposant sur deux principes. Premièrement, l'expédition des affaires courantes. Autrement dit, ne prendre aucun acte nouveau qui engagerait le gouvernement suivant et qui ne serait pas dans la continuité de politiques déjà engagées. Deuxièmement, sur ce que l'on appelle l'urgence, donnant la possibilité, au gouvernement, en cas d'urgence, de prendre des actes pour y remédier, notamment dans le cadre d'ordre public. Dans ce contexte, existe-t-il un organe de contrôle du gouvernement démissionnaire? Pour le moment, nous ne sommes pas rentrés dans les affaires courantes. Mais dans cette situation, le gouvernement aurait une capacité d'action évaluée par le Conseil d'État. Si est-il lui qui aurait la charge d'évaluer si l'action du gouvernement démissionnaire relevait d'affaires courantes ou d'une urgence? Si, dans les faits, le Conseil d'État est relativement prompt à laisser un large champ d'action lorsqu'il considère une urgence. En vérité, nous n'avons pas vraiment de jurisprudence puisqu'un temps normal les affaires courantes ne durent que quelques jours, voire une semaine. Pensez-vous, comme le disent les oppositions, qu'Emmanuel Macron est en train de détourner les institutions ou de jouer avec la Constitution? Tout dépend de ce qu'il se passera par la suite. Si Emmanuel Macron nomme un nouveau gouvernement dans la foulée de la démission de celui de Gabriel Attal, il ne jouera en rien avec les institutions. Mais en revanche, s'il laisse traîner la situation, cela posera question. Premièrement, puisque des ministres qui seraient députés pourraient voter pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, car les ministres resteraient députés et ainsi potentiellement rien ne leur interdirait de pouvoir devenir président de groupe, ce qui, même sous les 4e et 3e républiques, ne se voyait pas vraiment. Et troisièmement, parce qu'il faut bien comprendre que nous aurions face à nous un gouvernement mort-vivant. Autrement dit, un gouvernement démissionnaire qui ne pourrait être renversé puisque justement déjà démissionnaire. De facto, ce serait un gouvernement avec des prérogatives, mais sans contrôle parlementaire, car, par définition, on ne peut tuer un mort.